Vos émissions préférées sont toutes sur Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par le groupe RDIMO Aix-les-Bains. Vous entendez les murmures du lac? Histoire, immobilier, culture et patrimoine. Romain a plein de choses à vous dévoiler. De retour dans les studios de Radio Grand Lac, en direct sur le 92.1 FM. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous être fidèles pour cette nouvelle édition des Murmures du Lac. Avec comme invité aujourd'hui Mathieu Vacher. Bonjour Mathieu. Bonjour Romain, bonjour à tous. Qui va, écoutez, nous raconter un petit peu où on en est au niveau promotion immobilière dans notre belle Savoie. C'est vrai que la promotion immobilière, c'est un sujet qui fait l'actualité depuis la nuit des temps, j'ai envie de dire, mais qui des fois on a des phases faciles, plus difficiles. Aujourd'hui, je pense que c'est difficile de passer outre cette information que le neuf, la promotion immobilière dans sa généralité, tant au niveau local, départemental, national, reste pour l'instant encore un petit peu en souffrance. Ce qui est intéressant, c'est que la promotion, alors moi c'est pas mon métier premier, mais c'est effectivement une des quand même activités qu'on suit en tant qu'agent immobilier. Je me doutais pas que ça aurait, alors on nous dit souvent, comme Mathieu tu le sais, quand le bâtiment va, tout va. Exactement. Et c'est vrai qu'on n'avait jamais entendu trop l'inverse, on n'entend que le positif de cette on dirait entre guillemets je sais pas comment on pourrait dire phrase. Et aujourd'hui on sent que finalement oui, effectivement le bâtiment est un peu en souffrance et que ça se répercute un petit peu à des niveaux, ça ruisselle entre guillemets négativement sur tout un tas de professions. Et aujourd'hui ce qu'on se disait un petit peu en préparant l'émission, c'est que tu nous avais rendu visite l'année dernière. On dressait un bilan plutôt positif des 3-4 dernières années qui s'étaient écoulées. Très bonnes années, oui. C'était les très bonnes années, un peu les années entre guillemets folles, donc fallait aussi peut-être un holà ou pas, mais en tout cas on avait décrypté un petit peu ce ralentissement et le commencement, je dirais, de difficultés naissantes sur les années à venir. C'est un petit peu le sujet aujourd'hui. Qu'en est-il en 2025 de la promotion? Est-ce que un petit peu nos inquiétudes se confirment? Est-ce qu'au contraire, c'est pas pire, on arrive quand même à survivre et à avancer, à s'adapter? Ou alors, écoutez, tout va bien, il fait beau. J'aimerais te dire ça. Non, je te remercie en tout cas de l'invitation. On va faire un petit peu le bilan. Moi, ça fait 15 ans que je fais le métier de développeur, donc pour plusieurs entreprises, dont aujourd'hui pour la SLC Pitance, qui est une boîte de promotion créée en 57. Donc on va avoir une belle histoire. Ouais, ça commence à faire. On a quand même quelques événements qui sont passés entre 57 et 2025. Donc l'avantage de la SLC, c'est qu'elle n'a pas oublié tout l'historique qui s'est passé depuis sa création. Juste pour faire un petit contexte sur l'entreprise, et après on rentrera dans le vif du sujet, la SLC Pitance, donc créée en 57 par Pierre-Eugène Pitance, a fait ses preuves sur la métropole de Lyon depuis tout ce temps, et depuis 25 ans est sur le bassin lémanique et la Savoie. Et moi je m'occupe spécialement de faire rayonner l'image de marque de la SLC Pitance, qui n'est plus à faire en métropole de Lyon, mais qui reste encore un petit peu à développer sur la Savoie. L'ADN premier de la SLC Pitance, c'est loger des propriétaires occupants. Donc c'est cet ADN-là que Pierre-Eugène Pitance a transmis durant toutes ces années à toutes ses équipes. Aujourd'hui, le premier métier de promoteur, c'est loger des gens occupants. C'est loger de la personne. Et ça, c'est mon métier aujourd'hui depuis quelques années et depuis maintenant plus de 2 ans pour la SLC Pitance. C'est de trouver des terrains, de monter les projets, de trouver les acquéreurs, de les construire et que tout le monde soit heureux. Aujourd'hui, c'est de moins en moins facile d'aligner tous les horizons pour faire ces projets. C'était ma première question pour contextualiser un petit peu effectivement tes journées et ton emploi. C'est donc développeur foncier. Finalement, c'est rendre possible par l'obtention de terrain. C'est vrai qu'un promoteur va se porter acquéreur d'un terrain qu'il va acheter et ensuite il va construire sur ce terrain et revendre des appartements ou autre chose. Donc toi, ta première mission, ça va être de, j'imagine, donc prospecter, répondre à des appels d'offres publics, d'une manière générale, détecter du foncier libre d'occupation ou pas forcément, d'envisager une faisabilité d'opération immobilière, de faire un montage en disant oui, effectivement, comment je peux t'appeler, tiens Mathieu, j'ai 3000 m² à vendre par là, tu vas me dire ouais c'est bien, ou non pas du tout parce que il y a telle règle qui me freine dans mon développement, etc. Donc ça va être de détecter du foncier,
en faire une faisabilité, et après mettre tout le monde d'accord, ce qui est donc à chaque étape son lot de difficultés. Exactement. Et d'intervenants. C'est ça, c'est le processus de création du logement, c'est que ça démarre par moi. Je suis le premier maillon de la chaîne de ce processus, c'est trouver l'opportunité, trouver le terrain, avec une stratégie d'entreprise. Tous les promoteurs n'ont pas la même. Nous, c'est plutôt donc dans la résidence principale. Donc c'est trouver le bon terrain avec le bon réglementaire. Le réglementaire, c'est le réglementaire de l'urbanisme, hein, c'est le plan local de l'urbanisme. Donc c'est moi, mon premier job, c'est de prendre la carte avec toutes les zones et de voir les terrains qui pourraient accueillir en fonction du règlement des logements collectifs. On est promoteur de logements collectifs pour nous. D'autres font de la maison individuelle. Nous, c'est que du collectif pur et dur. Ça, c'est la première étape. Après, c'est de savoir si le terrain ou la maison qu'on doit démolir et les propriétaires sont vendeurs. Pour articuler un prix, nous, on va faire un bilan à rebours. C'est combien de logements on fait, combien ça nous coûte à construire, combien on peut acheter le terrain. Une fois qu'on a mis d'accord cette première étape, après, c'est montage de permis, aller voir les élus. On a un réglementaire adapté, on a un permis, on va voir les voisins, on leur explique, le permis est accepté et purgé. On fait les chiffrages techniques, combien ça va réellement nous coûter à l'instant T, et en même temps on vend. Ça, on le comprend, à chaque étape, il peut y avoir des petits grains de sable qui peuvent se mettre dans les rouages. Et aujourd'hui, pour revenir au sujet d'aujourd'hui, ça devient un petit peu plus difficile avec des choses que nous, promoteurs, on peut pas forcément maîtriser, encore moins qu'avant. Le métier de promoteur, c'est quand même quelque chose de risqué. C'est pour ça que c'est un vrai travail de travailler, de développer. On s'est pris la hausse des matériaux, on en disait l'année dernière quand on s'est croisés, on avait déjà senti ça. Cette hausse-là, maintenant, elle est là, elle est restée, on n'est pas redescendu. On redescend rarement. Hein. On redescend rarement, ça s'est arrêté de monter, on a stagné. Donc maintenant, ok, on sait que le bâtiment coûte 10%, 15% plus cher qu'il y a 2 ans, ça on l'a induit. On a des réglementations qui s'ajoutent petit à petit, de plus en plus, en avançant, et qui nous pénalisent parce que ces réglementaires-là coûtent encore plus cher. Alors c'est vrai que pour résumer un petit peu les propos qui vont suivre, on se disait d'une manière synthétique que finalement aujourd'hui tous les problèmes sont là quelque part. Donc j'ai envie de dire le positif peut-être dans tout ce chemin difficile d'accès à ce permis de construire, à l'obtention d'un terrain, c'est que je pense que là depuis un an et demi, vous promoteurs arrivez maintenant un petit peu à avoir une vision, j'ai envie de dire, de ces problématiques, et il y a peut-être moins de surprises, peut-être qu'il y a 1 an ou 2 en disant tiens, à quelle sauce on va être mangé. Bon, là vous avez peut-être pris l'ampleur des on est des dégâts, mais des au point bas. Ouais, on est ça. Alors ça nous fait l'avantage de ces sujets un peu compliqués, c'est que ça nous fait creuser les méninges et on va dire que la plus-value d'un promoteur, c'est de trouver la bonne solution. Dans la difficulté, on essaye de trouver les meilleures solutions pour produire des logements, parce que je le répète, le promoteur il est là pour produire des logements, de loger des gens. On est dans une région d'autant plus où on a beaucoup de personnes qui arrivent par an pour venir travailler. Et on a de la chance quand même de vivre dans cette région-là. Nous, on doit répondre à cette demande, sauf qu'on a de plus en plus de contraintes qui ne permettent pas... Ton top 3 contraintes, là, cette année, c'est vraiment les trucs qui te sortent de la tête. Alors, déjà, je vais parler du premier, parce que je fais ça toute la journée, c'est acheter les terrains. Acheter les terrains, aujourd'hui, on a une rareté du terrain constructible. Moins d'études, tu étudies moins de propositions plus les années passent? Au bout d'un moment, on a quand même bien construit. Aujourd'hui, le terrain nu, il existe quasiment plus. Donc, on construira toujours sur la ville. Nous, notre vrai métier, c'est reconstruire sur la ville. Non, c'est au gré des ventes. Il y a eu beaucoup de ventes de maisons individuelles en post-Covid, de personnes de Lyon, de Paris qui venaient habiter là. Et en fait, ça a figé potentiellement le marché de renouveler, parce qu'ils ont acheté il y a 3 ans. Ils vont pas revendre leur maison demain à un promoteur. Donc ça a figé quelques maisons de ville en plein centre-ville. Ce que tu veux dire, c'est par exemple, tu avais 3-4 maisons qui pouvaient former un petit îlot, et finalement, tiens, il y en a 1 ou 2 qui sont vendues, donc ça a un petit peu figé le quartier. C'est ça, ouais, clairement. À l'époque, t'arrivais, il y avait un renouveau, les gens, les enfants habitaient pas forcément dans ces maisons-là, enfin, il y avait le côté générationnel, et là, hop, il y a eu un petit... ce qui est très nouveau, c'était du fait du Covid, du post-Covid, où les gens voulaient se mettre un petit peu au vert, ceux des grandes villes, ce que je comprends totalement. Une petite aparté sur le terrain, mon directeur général m'avait fait remarquer, tu sais, la concurrence, normalement, elle fait du bien. C'est-à-dire que, je prends un exemple, les opérateurs téléphoniques, quand Free est arrivé, pour le client final, ça a fait descendre les prix des forfaits. Nous, promoteurs, la concurrence sur un foncier, ça l'a fait monter. Toujours. Donc, plus on va mettre de l'argent dans le foncier, plus à la fin, derrière, on déséquilibre l'opération, on la déshabille et on fait un projet moyen.
Ça, c'est hyper important et c'est très rare que la concurrence fait monter le prix et n'est pas en faveur du client final. Parce que disons à l'origine, c'est l'achat qui va vous faire remporter entre guillemets la mise et ouais. Parce que tous les promoteurs entre guillemets avaient envie de bosser, bon, ça allait un petit peu à la course à l'enchère, à tort ou à raison, effectivement. Pour moi, c'est à tort. L'enchère sur le foncier, c'est à tort parce que derrière, faire l'opération à tout prix, quand ça marchait tout bien, que ça allait très fort, qu'on pouvait augmenter les prix toutes les années de 10%, mes concurrents, on jouait un peu des gros bras, on signait fort parce qu'on savait qu'on rééquilibrait. Aujourd'hui, on rééquilibre plus. Faire le forcing sur le terrain, c'est la renégociation dans 2 ans. C'est une automatique. Alors c'est compliqué pour les propriétaires de terrain qui croient, hein, je peux comprendre à 100%, mais c'est tellement compliqué aujourd'hui de sortir une opération que choisir celui qui en donne le plus, c'est pas forcément la vérité de la sécurité de l'opération. Donc ça, la rareté du terrain, on est d'accord. Les nouvelles réglementations de plus en plus complexes qu'on doit répondre, ça nous coûte plus cher. Les taux d'intérêt, on va passer de l'autre côté, nos clients, mais il y en a un peu moins, parce que les taux d'intérêt ont augmenté. Par rapport à post-Covid qui était 1%, maintenant on est entre 2,80 et 3,20. Je pense que tes clients sont par là sur 20 ans, ce qui est bien, hein, ce qui est pas non plus, mais ça a fait un changement. Donc en face, on a moins de clients, ça nous coûte plus cher à construire. Et après, la problématique, on va dire principale, c'est outre le foncier, c'est l'acceptabilité du projet en lui-même, c'est-à-dire que par les élus et par les voisins, l'acte de construire ne devrait pas être un acte boudé et mis sur le côté. C'est noble de construire des logements. Aujourd'hui, il y a quelques élus, ce que je peux comprendre, ça peut effrayer, qui nous facilitent pas la vie. On a un besoin de logement, mais ils sont... Moi, je te coupe là, parce que pour moi, c'est l'énorme paradoxe de notre société. C'est effectivement, il y a cette opposition du constructeur et du gentil citoyen, et alors que c'est pas du tout ça. Moi, un chiffre que j'aime bien rappeler, 87% de la Savoie est en espace naturel, en espace vert. Ça veut dire que, vous vous rendez compte que la Savoie, 87% de son territoire, il n'y a pas un pet de béton. Donc, à un moment donné, moi, je préfère qu'on aille construire, effectivement, alors, j'aime bien le Bois Vidal, on va peut-être pas alors, il n'est pas passé bien loin de se faire construire. Mais vous avez le Théâtre de Verdure, etc. Il y a des endroits emblématiques. Oui, non, ça, il n'y a pas de souci. Je prends la rue de Genève, par exemple. La rue de Genève, c'est des vieux petits immeubles qui ont été construits dans les années 20, les années 30. C'est pour des constructions des plus costauds. Moi, si demain on me dit je rase la rue, je la refais, je suis pas mécontent. Je me dis que c'est pas, comme tu disais, il faut apprendre à rebâtir sur l'existant. Ouais. Après, modèle... petit aparté, en ce moment, je me mets, parce que bon, moi j'ai mes bureaux en plein centre, je t'avoue que pour aller déposer les gosses le matin, là c'est un peu sport, oui, sur Aix. Le premier argument, c'est après, une fois qu'on construit, il faut gérer les infrastructures, les écoles et compagnie. Là, il y a beaucoup de gros projets qui sont sortis dans le centre d'Aix, et c'est vrai qu'il y a une pénibilité qu'on peut entendre, mais il faut faire un petit peu la part des choses. Je pense que le centre-ville d'Aix-les-Bains va rayonner dans 3-4 ans quand tout ce bazar sera fini, et on sera tous très très flattés de vivre dans cette ville. Le paradoxe, on peut le pousser encore plus loin, c'est les anciens palaces. On écoute les gens, tu sais, quand il y a les journées du patrimoine ou même toutes les générations qui adorent Aix-les-Bains, qui sont fervents défenseurs et limite anti-promoteurs, sont toujours fans de ces anciens palaces. Mais à un moment donné, messieurs, dames, ces anciens palaces, ils ont été, à l'époque, ça devait gronder. Et au final, aujourd'hui, vous validez finalement le travail de promoteurs qui ont été faits à l'époque. Et c'est vrai que bon, on est en France, on aime bien toujours frapper sur ceux qui font à l'instant T. C'est un petit peu dommage, mais je pense qu'on a tout à faire à essayer de réconcilier un petit peu ces deux mondes. Et je pense qu'effectivement, au-delà de la difficulté économique dont tu as fait part, la difficulté technique donc que vous subissez de plein pied. Puis en plus, j'ai envie de dire, on y reviendra tout à l'heure, c'est des réglementations qui évoluent, qui vont encore se renforcer, plus des politiques qui ont des fois un petit peu de mal à se mouiller. Là, les municipales arrivent, alors, c'est plein bouillon, là je pense que ça va s'arrêter ça va. C'est un vrai frein. Malgré tout, voilà, faut arriver. Donc on est dans cette popote un petit peu difficile. Donc chapeau pour être encore là. J'ai envie de dire, c'est déjà ça. Voilà, non mais c'est ça, c'est d'être combatif et puis finalement de montrer que les projets peuvent se faire et qu'on arrive à, quand on met tout le monde autour de la table, à trouver des solutions. Juste avant la petite coupure musicale qu'on va faire, est-ce que tu aurais, voilà, parmi toutes ces difficultés que tu as eues sur ces, 12 derniers mois,
t'as parlé de l'obtention des permis, mais en mettant ça de côté, sur, je sais pas, un petit détail, un petit truc, qu'est-ce qui, tu dis, tiens, mince, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on devrait, notre priorité, c'est ça, à changer, à faire évoluer. Est-ce que c'est une mentalité? Est-ce que c'est le discours avec les politiques? Ce serait quelle branche un petit peu pour toi qui serait la prioritaire? D'accepter qu'on doit, et que c'est un devoir, de loger l'ensemble de nos concitoyens sur un territoire. En vrai, d'accepter une densité certaine dans un lieu qui s'y prête comme l'hypercentre. C'est bête et méchant, mais on doit construire haut, là où c'est déjà très dense, et on doit laisser tranquille les périphéries. On est tous ok sur ça. Par contre, quand c'est à côté de chez nous, c'est plus compliqué. Parce que, mais on devrait, si je devrais faire un souhait au Père Noël, c'est que le modèle dans la tête, bah ouais, on doit construire, c'est une obligation, on doit loger les gens. On va le faire différemment qu'avant. C'est vrai qu'avant, on arrivait à construire assez dense dans des tissus périphériques. Là, aujourd'hui, on arrête. On laisse la maison individuelle où elle est. On laisse la nature où elle est. Par contre, là où on peut densifier, va falloir le faire. Il faut densifier. Ouais. Et il faut l'accepter. Il faut accepter qu'on monte en R+8. Ou 10 ou 12. Bon, moi, en plus, c'est vrai qu'on verra le lac à tous les étages. Donc, je suis d'accord. Hein, j'ai hâte de voir ça. Exactement. Merci Mathieu, on se retrouve dans un instant. Au cœur de la vie locale. Aix-les-Bains Chambéry et Lac-du-Bourget. Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par le groupe RDIMO Aix-les-Bains. Vous entendez les murmures du lac? Histoire, immobilier, culture et patrimoine. Romain a plein de choses à vous dévoiler. De retour en direct depuis les studios de Radio Grand Lac 92.1 FM, en ce jeudi après-midi au soleil bien présent et où il fait bon vivre à Aix-les-Bains. Il fait bon vivre à Aix-les-Bains, mais oui, voilà, on a quelques difficultés encore à s'y loger. En tout cas, ça devient effectivement depuis quelques années un sujet, un vrai sujet. Donc avec nous toujours dans les studios Mathieu Vacher, développeur foncier chez SLC Pitance, promoteur voilà plutôt de grande envergure, dont le siège à l'origine est basé sur Lyon et dont Mathieu est maintenant en charge depuis quelque temps de développer nos territoires de Savoie ou de Savoie. Donc Aix-les-Bains, effectivement, on était un petit peu avant la coupure pub en disant que alors Aix ou d'autres villes, hein, Annecy, Chambéry ou toutes les villes qui ont, je dirais, une activité assez marquée, que oui, il faut plutôt privilégier la construction sur des zones qui sont déjà bétonnées, entre guillemets, et qu'on est tous d'accord de préserver les espaces verts, les parcs, les stades, etc. Enfin, le but n'est pas d'aller construire sur la forêt du Corsuet ou dans le golfe d'Aix-les-Bains. On est bien tous d'accord là-dessus, et qu'effectivement, est-ce que c'est pas devenu aberrant c'est déjà compliqué de construire, c'est devenu coûteux. Donc l'économie d'échelle, finalement, elle est sur la hauteur des bâtiments. Tout à fait. Donc je pense que si tu es rentable à du R+4, tu te diras, bah oui, laissez-moi un peu de mou, laissez-moi faire 1, 2, 3, 4 étages de plus. Et là, moi, je vais retomber sur des prix vachement plus intéressants pour moi. Je vais faire bosser vachement plus de gens. Et finalement, le client final paiera de facto aussi moins cher son logement. Moi, j'ai toujours été un peu fasciné par ça en France, parce qu'il y a quelques exemples. La Défense, à Lyon, j'ai plus en tête là le nom de la tour, mais la tour connue par Dieu, qui monte un petit peu. Mais c'est vrai qu'on a très peu de bâtiments. Je crois qu'on est dans le monde, on est vraiment dans les derniers de la classe. On veut pas monter, quoi. Est-ce que tu arrives à savoir pourquoi on a, c'est ce que je disais. Un vertige peut-être. Non, c'est ce que je disais avant la coupure pub. La densité, la hauteur fait peur à grand nombre. Moi, je pense que c'est une solution. C'est pas que ça, mais c'est la solution qu'on trouve aujourd'hui pour répondre à éviter de s'épandre sur les zones naturelles. C'est vrai. Et en fait, nous, notre région elle est très contrainte avec les lacs et les montagnes. En fait, notre terrain de jeu, il est minuscule. Donc, si on monte pas, ça ne marchera pas. Il y a le Centenaire à Chambéry qui est un bon exemple de bâtiment. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, c'est pas le plus sexy, on est aussi d'accord, mais bon, c'est pas non plus le pire. Non, c'est pas et le puis, pire. pour connaître très bien l'immeuble, moi, notre agence à Chambéry est au pied du Centenaire, là-bas. On a souvent des appartements à louer ou à vendre dans cet immeuble. T'as des vues incroyables. Oui. Alors, c'est vrai qu'un peu le vertige. Moi, pour le coup, t'as pas trop envie de te pencher, mais je veux dire, voilà. Enfin, si on saute du 10e ou du 22e, le résultat sera le même. Mais en tout cas, ça résout cette problématique d'effectivement de faire monter cette rentabilité sans aller construire, sans s'étaler. Ça, je trouve que ça, c'est... On pleurait un petit peu en début de séance, mais il y a des... Mais il faut pleurer un petit peu parce que je pense encore une fois que c'est... moi, ce qui me chagrine vraiment, et c'est sincère ce que je vous dis, c'est l'opposition des styles. On peut être super écolo et défendre l'industriel. Il n'y a pas de... Je pense qu'il n'y a pas de frontières et je pense qu'aujourd'hui, notre société, elle a profondément besoin de renouer avec ses forces. Et notre force a été on est un pays quand même assez conquérant, assez bâtisseur, assez industriel,
industriel. Petit à petit, on a un petit peu tout perdu et là, on se retrouve en difficulté. Et on le voit bien à tous les niveaux. Donc, faut se retrousser les manches, faut retravailler, faut accepter ces défis. Et je pense que la promotion, vous êtes chapeau parce que vous en prenez plein la courge quand même quelque part à tous les niveaux de la société. Les dossiers, je pense, sont difficiles. Et aujourd'hui, vous êtes encore là et vous y arrivez. Donc, c'est pas non plus l'apologie du promoteur aujourd'hui, mais chapeau parce que voilà, je pense que c'est une phase un petit peu difficile qu'il faut savoir surmonter. Alors aujourd'hui, on voulait aussi essayer de se tourner vers le positif. Alors on a essayé de trouver du positif pour vous remonter le moral, chers auditeurs auditrices. Bon, on n'a pas trouvé grand chose, mais en tout cas on va essayer de lister des propositions de solutions qui pourraient faciliter un petit peu ton métier. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce que la société doit faire pour qu'on y arrive? Je pense qu'un des acteurs partenaires du monde de la promotion immobilière, c'est les élus. On fait rien sans eux pour faire du logement aujourd'hui. Et je pense que le logement doit revenir au centre des discussions. Il a été un petit peu mis de côté pour X raisons. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir une nouvelle loi de finances ou on a besoin d'avoir une nouvelle loi de défiscalisation pour remettre un petit peu en route la machine qui s'est figée. C'est un axe de développement. Aujourd'hui, on a un ministre du logement et qui travaille dessus. On a bon espoir qu'on sorte une nouvelle loi rapidement en fin d'année ou début d'année prochaine. Alors je paraphrase que tout à l'heure tu me disais que voilà justement pour que nos auditeurs comprennent l'accès à la propriété dans le neuf, c'était, je crois si je dis pas de bêtises, tu me donnais le chiffre tout à l'heure, autour de 40% sur finalement de l'investissement. Tout à fait. Et aujourd'hui, le Cellier, tout ça, le Pinel, Duflo et compagnie, c'est fini. Et ça n'a pas été remplacé. Non. De fait, la clientèle investissement qui logeait avec des loyers plafonnés en plus, où tout le monde était gagnant, la triplette investissement, locataire, État, aujourd'hui n'existe plus. N'existe plus. Et ça a figé, ça a un peu grippé le parcours où on est jeune, on loue, on acquiert la propriété. Et en fait, ce cercle vertueux s'est figé avec l'arrêt de cette loi de finances qui était assez bonne. On donne une défiscalisation à un investisseur et lui, il s'oblige à louer à des loyers modérés. En fait, c'est hyper, dans notre région, c'est tip top. On se retrouvait à avoir des T2 à 500-600 euros tout neuf, super équipés, un T3 à 650 balles, enfin les trucs qui sont aujourd'hui, trouver un T3 à 600 balles à Aix ou 700 euros, c'est compliqué. Donc ça répondait à plusieurs critères importants. Ça permettait aussi de faire tourner les locations. Aujourd'hui, tu le vois dans tes agences. Je trouve que le locatif, tout le monde reste chez soi, enfin tout le monde reste dans sa location. Il n'y a pas beaucoup de mouvement. Il y a un truc qui était débouté là. J'ai vu sur les HLM, ils voulaient donner j'ai pas bien compris, j'ai pas encore très bien lu le truc, mais je crois qu'ils voulaient donner un droit à vie d'occupation. Ouais, alors ça, je sais pas si c'est et qui a été refusé pour l'instant. Mais même pour te dire que tellement les gens flippent de pas trouver un logement, ok, je suis dedans, je reste. Quoi. Donc ça montre quand même que ça devient grave, quoi. C'est un vrai sujet qu'on a mis trop de côté et qu'il faut qu'il revienne sur le devant. Je pense qu'il va le redevenir et c'est les axes de sortie là-dessus. Donc je pense que l'État va répondre aux besoins essentiels de ses citoyens, de se loger, en faisant ses lois de finances, en donnant peut-être plus de pouvoir aux maires pour actionner ce levier. J'ai des maires bâtisseurs qui veulent loger sans problème, mais ils sont confrontés à d'autres problématiques, eux en interne, entre eux et l'État. Donc je pense que ils vont essayer d'ouvrir un petit peu. Le fond de ma pensée, c'est plus on aura d'offres, plus le marché va se rééquilibrer, les prix vont redescendre. Là aujourd'hui, ne plus construire automatiquement fait monter les prix, et c'est tout ce que en fait personne ne veut ça. Je veux dire quelque chose qui est rigolo, c'est que nous on vend trop cher. On n'aime pas vendre des objets trop chers. Moi, je veux vendre de la qualité au bon prix. Aujourd'hui, de facto, on vend trop cher et on perd notre clientèle. Donc, nous, promoteurs, on se met en risque. C'est-à-dire, on va mettre 1 an et demi à développer une opération où on va prendre un énorme risque parce que pour qu'elle soit à l'équilibre, il faut vendre à un prix très élevé. On voit que les taux d'intérêt qui prennent 0,5% à partir, je crois qu'en Savoie, c'est à partir du 1er mai. En Haute-Savoie, c'est déjà actif depuis le 1er avril. Et tout ça, l'équilibre est chancelant. Si on réouvre les vannes tout en faisant des objets qualitatifs insérés, on parle pas de faire du béton pour faire du béton, mais on faire quelque chose de bon, je pense que ça rééquilibrera le marché, ça fera du bien. L'économie, en fait, le sujet sous-jacent de pas faire de logement, c'est aussi économiquement.
On a de la chance, nous, on est un territoire qui emploie beaucoup, avec des belles usines, avec des belles industries. Aujourd'hui, quand on discute... On a un tourisme surtout qui nous sauve. Hein. Aussi un tourisme, mais je pense quand même qu'on a quand même beaucoup d'industries. Tu vois, le PIB de la Savoie, le tourisme, il est là. On est dopé par les montagnes. Ouais, mais t'enlèves ça. Mais on a quand même beaucoup d'industries, je parle en Haute-Savoie aussi, qui sont importantes. Et même les métiers du bâtiment. Aujourd'hui, les chefs d'entreprise, ils expliquent que le plus gros problème, c'est de loger leurs salariés. Donc, outre le fait de loger des gens qui viennent dans notre région, c'est loger aussi les gens qui sont déjà là et qui travaillent et qui veulent continuer à travailler ici. Et l'équilibre, il se décale. Donc, le logement aussi impactera, si on ne réagit pas, l'économie du territoire qui est très bonne. Ce serait dommage. Donc je pense que ça va bouger. Les élus ont entendu, que ce soit les professionnels et l'État aussi. Donc plus on aura de logements, plus les prix vont se rééquilibrer, plus ça deviendra accessible. Ça, c'est quand même de bon augure. Nous, on a des recherches de développement qui évoluent de plus en plus, donc on va arriver à construire, je pense, différemment et en répondant aux normes environnementales, mais ça se fait avec le temps et la recherche. Petite parenthèse sur cette RE. Ouais. Je pense que tout le monde a pris un petit peu l'ampleur de ça, et qu'en gros, pour que nos auditeurs comprennent, c'est qu'avant on avait une RT, réglementation thermique. Ça voulait dire, en gros, votre logement, il doit, ça doit pas être une passoire. Il doit chauffer, et cette chaleur, vous allez la conserver. Donc pas de déperdition, une création d'énergie au chaud de chauffage à faible coût et une faible déperdition. C'était un peu le premier objectif. Maintenant, la RE, réglementation environnementale, elle vous dit que vous allez construire des bâtiments encore plus performants, mais pour que vous compreniez, en gros, d'une manière décarbonée. Tout à fait. Et c'est là où on se dirait, ouais, bah c'est sympa. Bien sûr que c'est sympa. Il y a pas de doute là-dessus que demain, un habitat qui ne pollue pas et qui en plus n'a pas pollué dans sa construction, c'est super. Sauf qu'on vous met ça, bam, dans les dents tout de suite. Ouais. C'est-à-dire que c'est déjà, tu galères un petit peu à sortir tes permis, tu t'achètes très cher, tu dois revendre assez cher, tes fournisseurs ils sont tous dans la difficulté, donc etc. Et par-dessus le marché, on te dit, le béton qui vient du Portugal, c'est fini. Ouais. Les fenêtres qui viennent de Pologne, c'est terminé. Ou alors machin. Donc c'est quelque part. C'est tout le paradoxe de ce métier-là, c'est que quand on disait on était vraiment dans le carrefour des difficultés, là aujourd'hui c'est ça. On a un croisement, on est en un choc. On doit être très performant à la construction tout en sortant des prix plus bas que la veille. Mécaniquement, ça ne fonctionne pas. Et aussi les clients finalement doivent l'entendre, de dire écoutez, c'est pas parce qu'on veut que ça soit 6, 7, 8 000, 9 000 le mètre carré, c'est qu'à un moment donné, ça nous coûte 7 000 à construire. On n'est pas des bénévoles, il faut qu'on vive. Donc forcément, on a une marge aussi à faire. Tout à fait. L'argent qu'on prend pour construire, on nous le prête à un taux qui a aussi à augmenter. Donc quelque part, c'est un peu le chat qui se mord la queue et ça fait grimper. C'est ça. Donc je pense que l'axe de développement, c'est d'ouvrir, c'est de faire du logement. On arrivera à le construire. Plus on aura d'offres, plus les prix seront stabilisés. Donc plus de permis, si on résume. Plus de permis. Plus de verticalité pour gagner en économie d'échelle. Pour exactement rationaliser chaque projet, pour pouvoir proposer des prix. Et là, on peut parler de décarbonisation, parce que si on doit faire 10 programmes, quelque part aussi, c'est logique. Ouais. Et surtout, il y a une petite partie quand même qu'on oublie, c'est que un permis accepté par la mairie, il faut le purger par les voisins. Il faut qu'on comprenne ce que je disais tout à l'heure, que la densité est une obligation. Nous, on vit là aujourd'hui, d'autres personnes prendront notre relais. Faut l'accepter qu'on ait un petit peu de voisins à côté de nous. L'acte de construire ne doit pas être un acte mis de côté ou alors péjoratif. On a tous, aujourd'hui, j'habite dans un immeuble, je suis bien content que le promoteur l'ait construit. Et si à côté de moi, il y a un autre immeuble, ok, ça joue. Moi, j'ai bénéficié de ça, donc pourquoi pas... Pour moi, le petit sujet dans ce sujet-là, il est un peu plus, je dirais, pas subtil, mais c'est la mobilité. En fait, aujourd'hui, on a la chance d'être dans une région extraordinaire, mais la malchance d'être dans une région très provinciale, c'est-à-dire dans le sens où il n'y a pas de tram, la connectivité entre Chambéry, Annecy, Aix-les-Bains, elle est pas simple. Et au final, on aurait, moi je pense, un tramway. En fait, on aurait des lignes de connexion un peu plus simples. Les gens auraient aucun problème j'ai plein de clients qui me disent, moi je habite à Albins, je suis à 1/4 d'heure d'Aix-les-Bains, je suis en pleine campagne, tout va bien, j'ai payé ma maison 40% moins cher. Puis après, t'as celui qui veut une maison plaçante d'Aix-les-Bains. À un moment donné, monsieur, vous pouvez pas tout avoir. C'est pas possible. Donc il y a aussi cette espèce d'objectivité à se dire, on n'est plus dans les années 60 où Aix-les-Bains, oui, il y avait des champs. Non, c'est fini. Cette époque-là ne reviendra plus jamais. Mais n'importe quelle ville en France, je sais pas trop où on pourrait trouver ça aujourd'hui. On est de plus en plus, ça va pas s'arranger.
Et c'est pas très grave finalement. Le grave, c'est comme tu dis, c'est peut-être de monter en hauteur et d'accepter. Et je pense que par exemple, les élus doivent réfléchir aussi à ça. Là, la saison va attaquer. Voilà, les bords de lac, ça va être un enfer entre guillemets. Je trouve que c'est aussi ça, c'est des solutions de penser la ville autrement et de penser à plus long terme. Et ça, c'est peut-être aussi un défi. Oui, c'est un défi. Pour moi, c'est l'évolution naturelle de nos villes. Après, faut le montrer, faut faire de la pédagogie, il y a beaucoup de craintes des fois, mais nous, typiquement, quand on a un permis de construire, on vient le présenter tout de suite aux voisins pour éviter des fois des a priori qui n'existeraient pas. Présenter de la hauteur, se rendre compte, tout le monde n'a pas la vision d'un R+5, quel gabarit ça fait. Je pense qu'il y a un peu de pédagogie à faire pour tout le monde. J'attire juste l'attention aussi sur les aménagements. Il faut pas oublier que le promoteur, quand il construit 30 logements, il paye ce qu'on appelle une taxe d'aménagement à la commune, qui est pour les budgets de communes importante. On participe à l'aménagement, on vient créer 30 logements. On a une taxe qui permet aux élus de pallier à un flux de plus de 30 personnes, de 30 familles. Il y a certaines communes, quand ils ont coupé les vannes sur les promoteurs immobiliers, ils ont eu des gros trous dans les budgets. On participe. On fait pas que construire du logement, on participe aussi aux aménagements de la ville. Concrètement, on l'avait mentionné, les frais de notaire, en raccourci, frais d'enregistrement prennent 0,5, même 0,6 points. Donc à partir du 1er mai en Savoie, les autres départements c'est déjà. Savoie c'était avril, c'était depuis 2-3 jours. Voilà. Donc les frais d'enregistrement coûtent plus cher parce que, alors, accrochez-vous, ils nous disent oui, il y a moins de recettes fiscales, donc on augmente la taxe. Attendez, en fait, la seule réponse que vous nous donnez, c'est une punition. Ouais. C'est ralentir. Ouais, c'est quand même encore quelque chose bien symptomatique un petit peu de qui on est en face de nous. Vous n'avez pas tout à fait compris comment ça fonctionnait. Moi, je rebondis un petit peu pour finir sur les tiers, parce que ça, je pense que c'est quelque chose de très important, de présenter un programme. Et je pense que dans certaines configurations, oui, tu peux peut-être éventuellement venir polluer, entre guillemets, la vue ou l'habitabilité de certains voisins, puis dans certains cas, pas du tout. Et je pense que c'est dans ces cas-là où on pourrait te dire, ok, si vous avez 0 contrainte et que vous ne créez 0 gêne, allez, on vous donne 2-3 étages de plus. Je pense que les choses sont un petit peu trop, des fois, figées dans un sens ou dans un autre. Et c'est dommage de pas faire des fois un petit peu plus de cas par cas, parce qu'au finalement, c'est du cas par cas. Tu poses ton permis. C'est tout le temps du cas par cas. Tu poses ton permis, t'as 800 pièces complémentaires, alors que t'as respecté tout ce qu'on t'avait dit, mais on te dit que finalement, bah non, c'est pas blanc, c'est noir. Puis après, t'as un tiers qui vient te dire, bah non, parce que moi, j'aime pas ça. Donc au final, c'est du cas par cas. Ah oui. Et dans ce cas par cas, pourquoi on pourrait pas obtenir quelque chose de positif pour le coup, si le jeu est joué à 100% et que vous démontrez que, vous voyez, là, vous avez eu raison de nous contraindre en volumétrie, de dire, oh non, ça c'est trop gros à cet endroit-là. Par contre, à cet endroit-là, allez-y, foncez, parce que ça s'y prête. Tout à fait. Donc, finalement, on y revient toujours à ce que je dis souvent, c'est une meilleure communication, une meilleure écoute, de pas rester sur ses positions bêtement et méchamment. Il faut un petit peu s'ouvrir à son interlocuteur. Il n'y a pas de grand méchant dans l'histoire. On est tous dans le même bain, dans la même cité finalement. Tout ce qu'on souhaite, c'est effectivement qu'on ait une ville agréable et connectée. Et qui soit plaisante à vivre. Moi, je le dis souvent, c'est toute une question. Et sans promoteur, on ne pourra pas. Toute une question d'équilibre. C'est sûr qu'on a peut-être trop tiré la couverture d'un côté. Après, on fait l'effet yo-yo, donc on resserre de l'autre côté. Je pense que ça, c'est pas bon pour personne. Je pense qu'il faut qu'on trouve un équilibre pour pouvoir vivre dans de meilleures conditions sur le long terme, en tout cas. En tout cas, nous, c'est notre valeur dans cette entreprise, c'est faire des logements pérennes de qualité dans une belle région. Écoute, moi j'invite tout le monde, nos auditeurs, donc à taper SLC Pitan sur votre recherche, votre navigateur préféré, vous verrez, il y a des bâtiments aux belles lignes, il y a quand même une signature. Moi j'aime bien les promoteurs, c'est pour ça qu'aussi on a plaisir à échanger, qui ont une signature, on sent qu'il y a eu un vrai travail et qu'il y a une signature. Moi j'aime bien quand c'est un peu comme les chefs de cuisine. On se dit tiens, ça c'est peut-être lui qui a fait, on sent qu'il y a eu un petit travail. Merci d'avoir pris le temps, Mathieu. Merci. Écoute, on se donne rendez-vous en 2026 pour le prochain épisode. On a fait la sortie comme on disait tout à l'heure, la sortie de la phase un peu euphorique, feu flamme. Là, ça se tend un peu, malgré tout, les choses se font. Je vois que la motivation est encore là et que le travail continue d'être fait, donc ça reste des choses très positives. Je pense que, comme je disais tout à l'heure, vous êtes armés et prêts à relever ces défis.
Et puis toujours on sent une volonté aussi voilà plutôt positive et dans la bienveillance toujours d'avancer et puis de discuter, de communiquer, de présenter les choses, de les justifier. Donc ça, je pense que c'est aussi tout à votre honneur d'être dans ces discussions. Donc écoute, un grand merci pour ta présence, courage pour les mois à venir et puis hâte de se retrouver dans quelques mois, une année pour continuer ce fil rouge sur la promotion locale. Merci Mathieu. Je te remercie.